Bon, et un petit mot de conclusion si t'as. Mon coup de cœur, c'est Alors, non. C'est pas. Tu veux pas donner un mot de conclusion à François? C'est juste pas possible. Ah pardon. Je croyais qu'on devait donner un coup de cœur. Oui, j'ai relancé François sur un mot de conclusion. Vas-y François, pardon. Bon les gars, accrochez-vous, j'ai un sujet bagnole. Je vous ai pas prévenu, hein. Pas Non. tellement. Alors, sauf que en ce qui me concerne, les bagnoles, c'est pas comme toi, François. Allez, vas-y, balance. Moi, c'est pas pour me vanter, mais ma voiture, elle a 20 ans d'âge. Donc c'est une Prius hybride. Elle a 320 000 kilomètres. Elle marche très bien, mais par exemple, il y a Elle ne roule pas, elle marche du coup. Alors, elle fait les deux, tu vois, elle est vachement sophistiquée, mais pas suffisamment sophistiquée pour évidemment avoir CarPlay dedans. Et donc, j'avais déjà fait l'expérience sur une autre voiture, et ça y est, j'ai sauté le pas, et ça m'a coûté un bras, mais tout petit le bras, ça m'a coûté 50 €, et j'ai ajouté CarPlay dans ma vieille bagnole. Et je suis pas le premier à le faire, mais je me disais que c'était intéressant d'en parler parce que dans le contexte de changement de voiture, les voitures électriques qui sont de plus en plus techniques, il y a de la techno partout, avec des écrans partout, etc. Bon, moi, c'est pas un secret, j'aime bien garder un peu mes appareils un peu longtemps, y compris donc les voitures, les Macs, etc. Et du coup, avec une voiture comme ça qui fonctionne très bien, je me suis dit bon, alors qu'est-ce que je peux faire? Et je voulais juste signaler ça en fait, c'est-à-dire que on trouve ça sur les sites de vente en ligne. Vous cherchez écran CarPlay, c'est du wireless CarPlay, donc la techno la plus récente. Et ça s'installe super facilement, c'est-à-dire qu'on branche ça sur ce qu'on appelait, alors je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, l'allume-cigare. Vous vous rappelez? Donc on appelle la prise 12 volts maintenant parce que du coup sinon on passe pour un vieux con. Et ça se branche dessus. Ensuite, on fait un appairage Bluetooth de l'écran en question avec son téléphone. Il détecte que c'est CarPlay et hop, c'est parti. Et on a un écran CarPlay dans sa voiture. Ensuite, l'idée, c'est quand même, par exemple, donc déjà, ça peut servir pour afficher les plans dans Apple Plans et toutes les fonctions de CarPlay qu'on connaît. Mais c'est aussi utile pour gérer sa musique, par exemple. Mais comme c'est un écran qui est installé a posteriori, il n'est pas relié au système audio de la voiture. Sauf que ces trucs-là sont très malins. Il y a d'abord une prise auxiliaire si jamais la voiture dispose d'une prise auxiliaire. Alors c'est le cas de mon vieux char. Mais j'ai essayé la prise. Alors d'abord ça fait un câble supplémentaire. Il faut trouver un endroit où le mettre. C'est pas très gracieux. Et puis ça faisait un bruit de un grésillement, c'était pas parfait. Mais il y a un autre truc que je trouve très malin, c'est-à-dire que l'appareil lui-même, l'écran en question, peut tout bêtement diffuser sur un canal FM. Et je trouve ça super malin. Donc tu choisis. Donc là, par défaut, c'est sur le bas de la bande de fréquence, donc 87.5. Il n'y a pas de radio en 87.5. France Inter commence à 87.8. Et du coup, tu mets ta radio de la voiture sur 87.5 et ça capte ce que diffuse l'écran. Et c'est génial. Et ça marche super bien. Donc, tu as un câble pour l'alimentation électrique et c'est tout. Et tu laisses ton téléphone dans ta poche ou tu le poses ailleurs dans la voiture. Alors, ça consomme un peu plus sur ton téléphone, justement. Donc, c'est bien si tu peux brancher ton téléphone. Ça, c'est autre chose. Mais et tu rajoutes CarPlay dans ta voiture pour pas cher. Alors je vais vous montrer, je vais essayer de faire ça pour sans filet, de vous partager l'écran, de partager mon écran et de vous montrer une photo ou deux. Et ça ressemble donc ma voiture, voilà, maintenant elle ressemble à ça. Oh, elle est moderne à l'intérieur. T'as vu un peu là, c'est moderne. Hein. Et il y avait déjà un écran quand même, je voudrais qu'on voit. Donc pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur, comme j'ai coutume de dire, donc on voit l'intérieur de ma Prius qui a 20 ans, on voit la console centrale, le volant, il y a quand même un petit écran déjà au milieu de la console qui reste utile parce qu'elle avait déjà une caméra de recul, je voudrais qu'on note. J'avais pris le haut de gamme à l'époque, attention.
En même temps, vu que tu l'as gardé 20 ans, c'était Et intelligent. exactement. Et puis donc je l'ai placé finalement, à gauche. On voit l'écran supplémentaire qui est posé sur le tableau de bord. Il y a rien, ça cache rien, c'est le petit écran, que je peux, facilement toucher du bout du doigt de la main gauche et voilà, c'est super et C'est j'avais mignon, on dirait d'abord un mis, iPad. je l'avais d'abord mis en bas. Là, je montre ça donc placé, au milieu de la voiture Pas sur très la pratique, hein. mais c'est pas très pratique, il faut baisser le regard pour le voir. Donc c'était pas bien et voilà, j'ai préféré le mettre, plus haut. Voilà. Donc mais je voulais juste signaler ça, hein, parce que, bah, voilà, on peut, rafraîchir un peu sa voiture, sans dépenser beaucoup. Et voilà, on trouve ça donc sur un magasin de vente en ligne bien connu. Il y en a des caisses et ça va de 50 à 300 €. Ça dépend des modèles. Il y a des différents formats, il y a des écrans plus grands, etc. Et alors, cerise sur le gâteau, je m'y attendais pas, mais sur l'écran en question, il y a un micro. Et dans ma vieille voiture, le système Bluetooth pour le téléphone était pourri, je m'en servais jamais. Et ben du coup, maintenant j'en ai un et qui marche. C'est dingue. Ma voiture a pris un coup de jeune monumental pour 50 balles. Voilà. Alors, gardez votre voiture et dépensez 50 balles plutôt que d'en acheter une nouvelle. C'est formidable. Ce qui est intéressant, c'est on a vu la polémique aux États-Unis avec des grandes marques carrément abandonnant CarPlay pour tout contrôler. Et c'est Ouais, rigolo de faire rentrer CarPlay par la fenêtre, en fait. Euh, exactement. et ça prouve Ouais. que c'est l'utilisateur qui décide, ce que je trouve effectivement assez satisfaisant. Moi, c'est vrai que j'avais eu l'occasion de tester autre chose à l'époque où je roulais en Tesla. Parce que, bah, c'est vrai que Tesla n'a pas CarPlay. D'ailleurs, c'est pas Mmh. pour dire, mais il y a quelques mois, on a encore revu des news passer comme quoi c'était imminent, ça allait arriver, mais c'est toujours pas arrivé, hein. Donc je pense que l'intégration, normalement, visiblement, il y avait une couche de composants qui a été rajoutée dans iOS 27 du coup, qui devrait permettre de pouvoir intégrer CarPlay. Ils avaient des soucis, je crois, au niveau de la synchro du GPS. Enfin, il y avait des trucs un peu complexes. Donc normalement, ça devrait arriver, mais c'est vrai que j'avais testé un CarPlay sans fil du coup, qui se connectait, qui crée un réseau Wi-Fi, et tu te connectais en fait avec le navigateur de la Tesla. Enfin bon, c'était un truc un peu alambiqué, surtout tu Mmh. avais énormément de lag en fait. Tu avais de gros lags, donc je l'avais abandonné. Bon, maintenant j'ai une voiture qui a CarPlay, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a goûté à avoir CarPlay, on aurait du mal à s'en passer. La seule limite que je vois à avoir CarPlay sur des voitures électriques, parce qu'en l'occurrence c'est un Scénic Mmh. électrique, c'est qu'en fait quand tu n'utilises pas le planificateur intégré à la voiture, Ouais. ce qui est mon cas. Sauf que du coup, tu n'as pas le préconditionnement de la batterie. Alors pour les gens qui n'ont pas de voiture électrique ou qui ne connaissent pas les voitures électriques, c'est vrai quand tu es sur des grands circuits, des grandes routes et que tu t'arrêtes de charger, si tu veux bénéficier de la recharge rapide à la puissance maximale, il faut que la batterie soit ce qu'on appelle préconditionnée, c'est-à-dire que la batterie en fait chauffe par anticipation quand tu arrives à aller, ça dépend des voitures, mais entre 40 et 50 km du superchargeur. Et la batterie, du coup, se met en capacité d'accepter une puissance ultra rapide, donc qui peut monter quand même énormément en fonction des références de voiture. Et c'est vrai que si tu utilises du coup du genre Waze, bah, du coup, la batterie n'a pas l'occasion de chauffer. Alors l'été, c'est pas trop dérangeant parce que de base, la batterie est chaude parce qu'il fait chaud dehors. Mais c'est vrai que l'hiver, ça peut être assez problématique parce que quand on a des températures qui sont assez basses, la recharge rapide, elle est pas rapide parce que la batterie est froide, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense vraiment que CarPlay, et d'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça que Tesla envisage de l'intégrer, est en train de préparer ce qu'il faut pour l'intégrer. Ça reste, je pense, une fonctionnalité qui est très attendue et très utilisée. Et ça a dû freiner à une époque, peut-être moins aujourd'hui, parce que bon, voilà, avec toutes les promos qui sont faites par Tesla, beaucoup de gens aussi achètent Tesla aujourd'hui parce que en rapport qualité-prix, c'est imbattable, il faut le dire, Mmh. surtout avec les bonus de reprise. Mais c'était, à mon avis, un frein à l'époque. Donc voilà. Je trouve ça malin, et ce qui est marrant de se dire, c'est que l'iPhone n'était pas encore sorti quand tu as acheté ta Prius, si je dis pas de bêtises. Et donc du coup, ça veut C'est dire que très 20 vrai, ans ouais. après, tu as quand même réussi à intégrer CarPlay, qui est quand même dépendant de l'iPhone. Donc c'est chouette, et puis ça montre aussi que voilà, je comprends pour toi qui aime garder ton matériel très longtemps. Alors c'est vrai que moi je suis très loin de ça. J'essaye de me faire violence, mais j'ai du mal. C'est un petit gadget qui peut servir et qui vaut vraiment pas cher. Je connais du monde que ça va intéresser. Je pense même que je vais en parler assez rapidement aux personnes qui ont des vieilles voitures sans CarPlay. Mmh. C'est un bon compromis finalement.
Ouais, moi je trouve ça vraiment intéressant. Bah, CarPlay, pour terminer là-dessus, ce qui est intéressant, je trouve, c'est ça où je trouve dommage quand les constructeurs l'intègrent pas, c'est que ta vie tourne autour de ton smartphone. Et donc c'est aussi compatible Android Auto d'ailleurs, hein, soyons clairs, hein, Mmh. c'est pas uniquement CarPlay. Les deux sont disponibles. Et donc par exemple tout ce qui est tes podcasts, etc. Ce qui est mon cas, moi j'utilise beaucoup ça pour écouter les podcasts dans la voiture. J'ai pas envie d'avoir besoin de synchroniser ou de retélécharger dans la voiture sur une application qui éventuellement est même pas la même. Sur Ouais, Tesla par exemple, maintenant il me semble qu'il y a Apple Podcast, mais je depuis n'utilise pas Apple Podcast. depuis un paquet d'années, d'ailleurs. Voilà. Donc j'ai pas ça me manquerait ou ça me forcerait à passer à Apple Podcast que pour l'instant je refuse de faire. Donc voilà, le fait de pouvoir juste brancher son téléphone à sa voiture et de utiliser les données qui sont sur le téléphone déjà, je trouve que ça c'est un vrai plus. Mais voilà, j'ai pas le système, enfin j'ai pas une voiture électrique avec ce que tu dis sur le planificateur. Ça c'est le planificateur, c'est capital quand on a une voiture électrique aussi. Donc forcément, il y a du donnant. Alors à l'autre bout de ça, moi qui conserve longtemps mes bagnoles, comme tu viens de le dire, donc c'est pas trahir un secret, c'est pas tout à fait ton cas. C'est quoi ce qui t'a tapé dans l'œil dernièrement, François? Ouais, alors j'ai partagé ça. Alors c'est vrai que moi je suis très branché voiture de base, branché voiture électrique encore plus. Alors j'ai roulé mais bon ça, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent déjà. J'ai eu l'occasion, ma première voiture électrique, ça a été une Tesla Model 3 que j'ai revendue au bout de 2 ans et demi. Pas parce que je n'étais plus satisfait de la voiture, mais parce que je roulais beaucoup et c'est vrai que je me suis dit, je voulais la vendre encore sous garantie parce qu'on sait aujourd'hui que Tesla garantit ses voitures sur la partie caisse, j'entends, pas sur la partie batterie, mais la partie caisse, c'est 4 ans ou 80 000 kilomètres. Et donc au bout de 2 ans et demi, Ah elle oui, arrivait c'est déjà pas à beaucoup, 60. dis donc. Ouais, Et c'est toujours le cas et aujourd'hui? c'est toujours, à ma connaissance, c'est toujours le cas aujourd'hui. Je crois que le pack batterie, ça doit être 8 ans et 160 000 bornes de mémoire. Mmh. Mais c'est 4 ans et 60 000 kilomètres. Donc c'est vrai que voilà, c'était de la techno, même si on sait aujourd'hui avec le recul que Tesla, c'est une des marques les plus fiables en matière de voitures électriques, hein. C'est vrai que moi, j'ai quasiment pas eu de soucis. J'ai eu juste un problème de caméra, mais qui a été remplacé sous garantie. Donc je l'avais revendu à l'époque et j'étais parti un peu, alors je veux pas dire à contre-cœur parce que quand on voit le prix d'une voiture, mais c'est vrai que c'était au moment du changement de modèle de la Y, j'avais besoin d'un coffre assez grand. Et puis bah c'était le moment aussi où Elon Musk faisait du Elon Musk, donc du coup je me voyais pas reprendre une Tesla, donc j'étais parti sur un Scénic, le Scénic E-Tech d'occasion, parce que le problème des Renault c'est qu'elles sont très bien, mais elles coûtent un rein, Mmh. pour pas dire autre chose. Parce que moi je l'ai acheté d'occasion, hein, mais le modèle que j'ai, qui est même pas le haut de gamme, vaut quand même optionné 50 000 euros, quoi. Donc 50 C'est 000 euros dingue. pour un Scénic, ça fait un peu mal aux fesses, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque, je regardais aussi du côté des marques chinoises, mais je me sentais pas trop d'acheter chinois. Pour plein de raisons, la question de la garantie, la question du réseau SAV, la question du type de voiture aussi. Parce que c'est vrai qu'en matière de voiture électrique, clairement, le Tesla était largement au-dessus. Et c'est vrai que voilà, il y a une marque de voiture électrique chinoise qui commence à s'implanter pas mal en Europe, en particulier en France, qui est une marque qui s'appelle Xpeng, qui pour l'instant proposait 3 voitures et qui vient de présenter sa dernière auto. Alors c'est un SUV coupé. Ils annoncent une concurrence de la Model Y, mais le coffre, il y a vraiment rien à voir. À la limite, tu vois, c'est le seul bémol que je mettrais. Elle a un design plutôt sympa, c'est un ancien designer de chez Ferrari. Alors ça fait pas tout, mais quand même, je trouve que l'arrière est particulièrement joli. C'est une voiture qui s'appelle la L03 et qui va être proposée à partir du mois d'octobre à un prix à moins de 35 000 euros pour le modèle entre guillemets d'entrée de gamme. En fait, l'entrée de gamme, c'est le même niveau de finition. Tu as quelques options sur le modèle qui est à 42 000, mais c'est une bagnole qui a vraiment un beau design. T'as le toit panoramique, t'as les sièges chauffants, t'as pas mal de trucs, t'as un affichage tête haute et un écran devant, derrière le volant, ce qui n'est pas le cas chez Tesla, c'est-à-dire que tu n'as ni l'affichage Ouais. tête haute, ni l'écran en face de toi. T'as le toit panoramique que tu n'as pas sur la modèle Y d'entrée de gamme, la modèle standard. Enfin bon, bref. Ça, la L03, je pense que c'est une voiture qui va avoir un petit peu de succès si on fait abstraction du côté marque chinoise. Maintenant, voilà, on sent qu'il y a vraiment une volonté de s'implanter, à mon avis, à moyen long terme.
Il y a une usine qui a ouverte en Autriche. Enfin, ils ont dû reprendre une usine d'une marque européenne qui avait plus les moyens de la maintenir. Volkswagen peut-être, qui est en très très mauvaise passe. Je pense, ouais. Mais voilà, c'est vrai que c'est des questionnements qu'on a souvent. On l'a eu il y a pas très longtemps ensemble, Fabrice, un peu plus tard que en attendant Jean-Christophe. Mais c'est vrai que voilà, la technologie évolue énormément et c'est vrai que bon, voilà, le problème des marques chinoises, c'est la lisibilité à long terme. Mais j'ai pas encore les infos de garantie, mais généralement chez Xpeng, c'est 8 ans de garantie. Moi là, tu vois, mon Scénic, il a 2 ans là en ce moment et bah du coup, il est plus garanti quoi. Le Et la pack liste batterie des est toujours problèmes garanti. qu'il a eu est assez longue. Oui, donc voilà. Après, maintenant, tous les problèmes ont été résolus par Renault, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai qu'il y avait quelques problèmes. Donc voilà, je me dis, bon, pourquoi pas, 35 000 € en entrée de gamme avec une batterie avec 450 km d'autonomie. Le 1580 qui se fait en 20 minutes. Moi, le Scénic, alors la batterie est beaucoup plus grosse, hein, parce que la batterie du Scénic, c'est la long range, donc elle est plus grosse. C'est 35-40 minutes, quoi. Donc, je pense que les constructeurs européens, il va vraiment falloir se bouger. Renault a fait beaucoup d'efforts, mais je pense qu'au niveau technologique, Renault a encore un petit peu de retard. J'espère que sur la prochaine plateforme, ce sera un petit peu mieux, mais voilà. Le petit coup de cœur, si vous êtes fan de voitures électriques et que vous cogitez à changer de voiture, bah regardez du côté d'Xpeng, parce que c'est en train de devenir vraiment la nouvelle marque des geeks qui ont envie de lâcher Tesla, en fait, tout bêtement, quoi. Ouais, exactement. Bon, bref, choisissez votre camp, camarade. Si vous voulez un écran dans votre voiture, soit vous dépensez 50 balles, soit 35 000. Vous choisissez. C'est ça. Alors moi, je conduis pas, mais juste pour mettre un grain de sel, on peut aussi choisir de pas acheter de voitures chinoises compte tenu de comment elles sont conçues, produites, vendues. Voilà. Oui, c'est ce qu'il disait, hein, effectivement. Oui, non, je suis un peu choqué en fait. Je reviens sur le bouquin Apple in China dont on parlait il y a quelques semaines. Faut voir que oui, c'est pour moi en fait, les voitures chinoises, c'est le free mobile des voitures. C'est-à-dire quand ton coût de base est négligeable parce que dans le cas de free, ton réseau sans fil est pourri, tu peux faire plein de cadeaux aux gens et la voiture chinoise, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire quand c'est subventionné, quand la R&D et c'est connu d'avance est pompé des constructeurs européens et américains, ouais, forcément l'étiquette est moins élevée. Mais voilà, je pense qu'on peut aussi se poser des questions. Fabrice, tu parlais de garder les voitures 20 ans pour la survie de la Terre. Je pense qu'on peut aussi, quand justement les constructeurs européens, type Volkswagen, sont à l'agonie, on peut aussi se dire qu'on peut être un petit peu soutien de l'Europe sans être cocardier. Voilà, c'était mon grain de sel. Donc pas Tesla non plus. Bon, très bien, le message est clair. Ah non, Tesla non. De toute façon non. Mais pour plein d'autres raisons. C'est intéressant. Mais oui, mais bien sûr, mais C'est- c'est toute la réflexion sur ce que François décrit, c'est de la technique, la techno, où est-ce qu'on en est, pourquoi on achète ça pour des raisons techniques, et ensuite il y a les éventuelles réflexions de principe, et c'est souvent pour ça. contraire, quoi. C'est pour ça que j'avais pas, et pour clôturer là-dessus, c'est pour ça que j'avais pas acheté chinois il y a 1 an et demi aussi, mais il y a un moment en fait, et je comprends ton questionnement, JC, mais il y a un moment en fait, tu te dis finalement, d'une certaine manière, tu te prives d'avoir une bagnole technologique, une voiture qui a une recharge rapide, tu vois, typiquement, ça fait 1 an que Renault a annoncé le One Pedal en rétrofit. J'avais pas le One Pedal, donc le fait que la voiture aille jusqu'à l'arrêt toute seule, en relâchant l'accélérateur, sans freiner, ça fait 1 an qu'ils l'ont annoncé, et il a fallu 1 an pour que la mise à jour se fasse, et la mise à jour n'a pas pu se faire via ce qu'on appelle le OTA over the air comme l'iPhone, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de le brancher à un ordinateur. Il a fallu que je l'amène au garage, que j'enregistre 3 fois, et au bout de la 3e fois, quand même, dire ah bah ouais, effectivement, Gib, on vous a fait la mise à jour, quoi. Et là-dessus, le convention, le côté chinois, etc., je cautionne à 10 000 % ce que tu dis, mais on se prive, et c'est vrai que c'est la réflexion qu'on avait avec Fabrice tout à l'heure, sur Tesla, la limite de se dire est-ce que ça vaut le coup de se priver d'une voiture optimale pour des questions éthiques. Voilà, après chacun oui, mais voilà, oui, balaye devant sa porte entre guillemets et décider de mes consciences, quoi.
je suis le premier à reconnaître ma propre hypocrisie puisque je n'ai pas de voiture. Donc le problème je n'ai pas ce problème. Mais bêtement, ta mise à jour Renault, elle arrivera pas plus vite si Renault est dans les choux, il doit fermer des usines et des centres support parce que les gens achètent chinois au lieu d'acheter Renault. Donc voilà, c'est un peu un choix de société pour dire un gros mot. On fait un peu ici la pub et on y reviendra sans doute dans l'émission de je dirais la philosophie iPhone en termes de protection de la vie privée par rapport à Android. Voilà, c'est aussi pour moi une forme de choix de société. Mais voilà, je suis par ailleurs je m'excuse, je vous demande de m'excuser, je suis en mute en permanence parce que j'ai une crève monumentale, ce qui doit me rendre encore plus de mauvaise humeur que d'habitude. Donc faites pas attention. Allons, cherche pas d'excuses. Non, mais j'entends tes arguments et j'ai eu cette réflexion-là. Et quand j'ai acheté le Scénic, il y avait un côté aussi, d'une certaine manière, fierté de se dire que c'est une voiture qui est produite en France en plus. Ouais. Voilà, mais il y a un moment, faut savoir peser le pour et le contre. Et c'est vrai que par exemple, Renault garantirait ses véhicules 6 ans ou 8 ans. Je pense que je me poserais même pas la question de changer de voiture aujourd'hui, quoi. Bon, je pense que le débat est pas fini. Il ne le sera jamais. Non, il le sera probablement jamais. Bon, on va avancer un peu. Je parlais de CarPlay, donc CarPlay, c'est donc lié notamment à l'iPhone, etc. Alors, on est quand même en pleine saison des bêtas pour iOS 27 et tous les OS 27. Et alors, première question, qui a installé quoi? François, t'as installé quoi? Alors moi j'ai installé la version bêta sur mon iPad mini et mon iPad Pro télé 13 pouces. Allez, le truc qui prend la poussière, là? Non, il est à côté, il a servi, tu vois. Voilà, je vais partir en vacances vendredi et je ne prendrai que les iPads. D'accord. Je pense que je prendrai le mini quand même, parce que bon, pour lire au lit, l'iPad 13 pouces c'est quand même pas hyper pratique, quoi. Et je l'ai fait sur un iPhone 12 Pro pour tester. Et je pense d'ici vendredi et le départ en vacances, basculer l'iPhone R en bêta public, qui est mon iPhone principal. La seule limite, c'est que je trouve que la batterie est vraiment c'est compliqué en ce moment. Je sais pas si c'est la chaleur ou quoi, mais je trouve que l'autonomie c'est une cata en ce moment. Donc j'ai un peu peur qu'en mettant la bêta, ce soit encore pire. Mais bon, c'est pas grave parce que j'ai ma batterie MagSafe externe, donc au pire, Qui je la mettrai dans le sac à dos. contribue à le faire chauffer encore un peu plus d'ailleurs. Tout à fait, mais c'est pas grave. Voilà. Et toi, JC? Et ben moi j'ai été entre guillemets raisonnable. J'ai attendu la public bêta, mais par contre elle est sur mon 17 Pro Max, sur mon daily driver comme disent nos amis américains. Ouais. D'abord ça va vous faire marrer, mais j'ai pas d'autre iPhone à disposition puisque je l'ai fait reprendre chaque année et pour le coup voilà, je trouve que l'expérience au quotidien est vraiment intéressante. On y viendra sans doute, Fabrice, mais comme toi, j'ai la chance d'avoir vécu aux États-Unis, et d'avoir un compte américain, et donc d'utiliser Siri AI, et c'est vraiment intéressant. Il y a énormément de choses à en dire. Et par ailleurs, je suis pas téméraire, c'est-à-dire que mon outil de travail, c'est quand même le Mac avant tout. Et là, je suis faible et lâche. J'ai pas installé la bêta parce que j'ai besoin que ça fonctionne pour l'instant, sans problème. Non, tu as pas installé la bêta sur ton iMac que tu as en face de toi, non, c'est ça? Alors non, parce que c'est un iMac Intel. On en reparlera, mais on va pas en parler en fin d'émission, effectivement, mais j'aurais pu l'installer sur le. C'est pas bien ce que tu viens de faire, François. C'est pas bien. Oui. C'est petit, mesquin. C'est petit. Il se venge de la voiture. On te voit, François. On te voit. Je suis comme toi, j'ai installé aussi sur mon iPhone 16 que j'utilise au quotidien. Il faut qu'on parle de Siri, évidemment. J'ai installé sur un Mac aussi, mais ça, moi je l'ai déjà signalé ici, sur mon MacBook Air M1, 8 Go, 256, et ça marche formidablement bien. J'ai fait un partage d'écran tout à l'heure depuis cette machine-là. Je vais refaire tout à l'heure parce que je voudrais montrer justement ce qu'il y a, 2-3 trucs encore pareil, un peu sans filet, mais je trouve que c'est très visuel sur les outils de traitement photo qui seront disponibles pour tout le monde. Mais donc pas Siri AI, et c'est bien dommage pour l'instant. Alors je suis pas très clair là-dessus parce que
Du coup, j'utilise un compte américain. Pour utiliser Siri AI, j'ai mis aussi mes 2 systèmes, donc l'iPhone et le MacBook Air M1 en anglais. Donc j'utilise Siri en anglais parce que Siri sera qu'en anglais. Siri AI sera disponible sur Mac en Europe, y compris sur un Mac qui est en français avec un compte français, mais ne fonctionnera quand même qu'en anglais au début, si j'ai bien compris. Mais, et c'est peut-être un point d'introduction à ce que tu souhaites dire, JC, j'ai quand même testé un truc, c'est que si je parle en français à Siri à mon iPhone, il me répond pas. Il me fait un vent, c'est-à-dire qu'il ferme. Il me répond même pas. Si j'écris, parce on peut aussi écrire à Siri, mais j'ai plutôt testé sur le Mac, mais ça doit paraître pareil sur l'iPhone. Si j'écris à Siri en français, il me répond en français. Donc ça existe, ça marche déjà. Et je pense que ça marche justement sur le Mac, plus que sur l'iPhone, même si j'ai pas testé. Ils sont prêts, en fait. Forcément, notamment parce que de toute façon, les LLM, les modèles de langage, sont par définition multilingues. Même s'ils sont plus efficaces en anglais, c'est quand même par définition multilingue. Et donc, c'est quand même dommage que, on peut toujours, croisons les doigts que ça change d'ici la rentrée quand les OS seront disponibles. Parce que donc, je pense que c'est là où tu veux en venir, JC, c'est que Siri, le nouveau Siri AI, c'est fantastique. Ça marche bien, quoi. Tu as Alors des exemples à nous... plein de choses parce que ça a été une bonne surprise. Donc ça rejoint ce qu'on disait sur la Commission européenne la dernière fois. C'est Ouais. qu'en fait, Apple l'a fait des blocages ultra légers. C'est-à-dire que moi, avant d'installer la bêta, je me suis pris la tête en me disant, est-ce qu'il faut que je migre mon iCloud? Que vont devenir mes fichiers qui sont synchronisés? Pas du tout. En fait, c'est le compte qu'on utilise pour l'App Store qui fait la blague. C'est-à-dire que, et ça c'est très important, vous pouvez continuer à utiliser votre Mac avec votre compte iCloud français, y compris photo, y compris tout le reste. Ouais. Moi, ça m'a bloqué sur un truc, c'est Apple Music, logiquement. Et pour les abonnés Amazon Prime, je vous donne un tuyau, moi, qui a fait tomber ma dernière réserve. En fait, quand vous êtes abonné Prime, vous avez Amazon Music gratuit. Alors un peu limité apparemment, mais j'ai pas encore rencontré les limites. Et du coup, pour écouter des disques, j'ai Amazon Music. Et puis j'ai mon compte App Store américain, ça fonctionne très bien. Et j'ai mon iCloud auquel je ne voulais pas toucher sur mon compte français, ça coexiste parfaitement. Donc pourvu que ça dure, je suis un peu réticent à le dire parce que je me dis que plus ça se sait, la Commission européenne est capable de leur mettre des bâtons dans les roues. Mais clairement, il faut avoir un compte américain encore une fois, mais enfin c'est pas impossible. Et là, ça ouvre un autre truc, sachant que pour revenir sur le multilingue, c'est bête à dire, mais enfin c'est une porte d'entrée. Ça sera disponible au Canada, donc ça sera disponible au moins en français canadien. Donc T'es sûr de ça? Ah le Canada ne fait pas partie de la Commission européenne. Non. Tabernacle, pas encore. C'est pas ça que je veux dire. C'est que c'est pas parce que c'est ouvert au Canada que forcément ce sera disponible en français officiellement, même si le Canada et le Québec sont très pointus sur la chose pour que tout soit multilingue. Mais si un outil n'est pas disponible, parce qu'il me semble que pendant la WWDC, ils ont dit Siri AI sera disponible en anglais au début uniquement. Quel que soit le pays. Non, j'ai pas dit demain, mais clairement, on aura de toute façon un support du français. Ah oui. À mon avis, dans pas longtemps, parce que le Canada est un marché important pour Apple. Et par ailleurs, ce qui est assez drôle pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que Siri est pas du tout multilingue et que comme toi, Fabrice, je communique en permanence dans les 2 langues, et ça veut dire que quand j'ai mes AirPods et que Siri veut me lire un texto, c'est dégueulasse parce qu'il lit du français il sait pas ce qu'il lit, quoi. Ouais. Et que heureusement je peux dicter les textos en anglais, mais en français il comprend pas non plus. Donc ça, je dirais que c'est en préambule, ça marche. Si vous pouvez essayer, et vous verrez qu'il y a très peu de problèmes. On peut parler de la stabilité de la bêta. J'ai eu aucun bug, je touche du bois, depuis quasiment une semaine. 0. La batterie, d'abord on n'a pas un iPhone Air, donc
c'est normal que la batterie soit un peu plus faible. Avec le Pro Max, elle est un peu plus grosse. Oui, je le charge plus rapidement en fin de journée, mais c'est pas, je me suis jamais trouvé en panne sèche. Et en revanche, ce qui est extraordinaire, c'est est-ce que j'ai du mal à la limite à comprendre, c'est que ça fait 1 an qu'on nous explique que l'équipe AI, tout le monde se barre, qu'Apple est dans les choux, que ils savent pas comment s'en sortir. À l'arrivée, oui, ok, ils ont 2 ans de retard par rapport au Vaporware qu'ils nous ont annoncé à la WWDC 2024, mais sinon, ils sont arrivés les mecs. Je cherchais le numéro de téléphone d'un de mes fournisseurs, je me souvenais de son nom de famille. Alors c'était rigolo parce que c'est un nom de famille qui pourrait passer pour anglophone, donc je l'ai donné à Siri à l'anglaise. Ça s'appelle Bacon, donc Bacon, donc c'est rigolo. Et j'ai dit j'aurai le numéro de téléphone de Mr. Bacon, et Siri, pouf, m'a sorti un numéro de téléphone en bas d'un mail. Ouais. Par ailleurs, un truc génial qu'on dit peu, mais je trouve que c'est là qu'on voit un peu autant on chambre Apple assez souvent, autant là la brillance du truc est assez intéressante. La dernière mise à jour de iOS 26, la 26.6, indexe vos appareils sans que vous le sachiez en tâche de fond. En préparation, ouais, alors, il faut expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que oui, pardon. Le nouveau Siri, c'est surtout en fait une nouvelle indexation des données qui sont sur toutes les machines, sur les Mac, sur les iPhone, iPad. Ça veut dire que, par exemple, révolution, la recherche dans Mail fonctionne. Insistons sur ce fait. Faisons même 1 minute de silence parce que le nombre de fois où je sais pas, tu utilises le logiciel Mail, tu cherches un message et tu trouves pas, c'est terrifiant quoi. C'est vraiment très mauvais. Là, pour que Siri fonctionne, il a fallu qu'il refasse tout le système de recherche et donc l'indexation. Et c'est ça que tu dis, Jean-Christophe, c'est que il faut que tout soit réindexé et si à la mode Apple, c'est fait en local sur l'appareil. Donc, quand on installe, alors c'est le cas quand on a installé la bêta aujourd'hui, mais du coup, avant que Siri soit complètement opérationnel, des fois, ça prend 3 jours pour que l'indexation de toutes les données stockées en local soit faite. Mais une fois que c'est fait, ce sera fait sur tous les appareils, même ceux pour lesquels Siri AI ne sera pas disponible. Mais on va déjà gagner, ça fait partie des choses qu'on gagne sans Siri, c'est-à-dire la nouvelle indexation et donc la nouvelle puissance de recherche. En local. Et ça, c'est un truc. Il n'y a pas que Siri dans la vie, quoi. C'est ça qu'il faut souligner. iOS 27, tous les OS 27 vont apporter plein de choses, dont ça. Et alors, petite critique, j'espère que ça va s'améliorer. Et c'est un peu, voilà, faut râler pour râler, les gens qui râlent parce qu'ils sont mal assis dans un avion alors qu'ils sont sur les nuages. Hommage à Louis C.K. quand il était encore fréquentable. C'est lent en fait, Siri. Ouais. Tu trouves pas, Fabrice? Oui. Hyper lent. Alors c'est un peu lent, mais je me dis qu'il y a quand même un peu le bénéfice du doute, c'est la bêta, etc. Ouais, j'espère. Ouais. J'espère. Mais pour le coup, quand on nous vend du traitement en local avec les processeurs super rapides des iPhones, machin bidule, c'est lent. Et je me demande s'il n'y a pas un truc aussi, parce qu'ils ont donc fait le choix, à mon avis, qui est le bon, de mélanger Siri et Spotlight. Ouais. C'est-à-dire que donc c'est la recherche Spotlight et puis Siri c'est le traitement des requêtes. Ce qui veut dire que quand on fait une requête du style lancer un minuteur, normalement il y a l'iPhone n'a pas besoin d'aller sur Internet pour lancer un minuteur, ça va se faire en local. Donc il y a un petit temps de traitement au préalable pour qui doit permettre à Siri de déterminer si c'est une commande ou si c'est une recherche Siri, etc. Ça veut dire que donc quand on fait le mouvement de glisser vers le bas sur l'iPhone pour lancer Siri et donc Spotlight, il y a d'abord c'est Siri qui se lance, c'est plus long, et puis ensuite il y a toute cette première portion de détermination de qu'est-ce que c'est que l'utilisateur demande. Je me dis que c'est bêta, je suis comme toi, je croise les doigts pour que ce soit plus rapide, plus instantané, quoi. Parce que notamment, en plus, c'est un peu la promesse des OS 27 et qui sont censés être plus rapides, justement, plus dynamiques. Donc là, on perd un petit peu. Mais globalement, voilà, Siri, moi, j'ai 2-3 exemples. J'ai essayé un truc, j'ai demandé, de créer un rendez-vous dans le calendrier à partir de telle date et qui doit se répéter tous les 3 mois.
j'ai dit ça comme ça, et hop, il m'a fait. Jamais j'aurais demandé ça à Siri avant. J'ai trouvé ça juste ça. Et donc tu commences à comprendre que enfin tu peux t'adresser, c'est les promesses d'il y a 15 ans, hein, en langage naturel à ton Siri et pour faire des trucs sur ton appareil. Et après, les exemples rigolos, parce que ça marche quand même pas toujours. Je lance un minuteur. Alors déjà, est-ce que vous saviez que quand tu parles à Siri, t'as pas besoin de lui dire lance un minuteur de 5 minutes. Tu peux juste lui dire, tu lances Siri et tu dis 5 minutes directement. Et ça lance un minuteur. Plus vite. Donc ça, c'est le petit truc en plus. Bon, mais alors, justement, je lançais un minuteur de 5 minutes pour cuire des œufs, pour vous raconter ma petite vie. Et puis finalement, je me dis, bon, tiens, je vais vouloir des œufs un peu plus cuits. Donc je lance Siri et je lui dis, ajoute 3 minutes. Et là, il m'a pas relancé 3 minutes, il m'a relancé un nouveau minuteur de 8 minutes, parce qu'il a calculé 5 plus 3. Donc il n'a pas compris l'intention. Donc c'est donc pas parfait, ça ne peut pas l'être. Mais globalement, et j'ai eu des conversations. Alors c'est ça le truc, c'est que j'ai eu des conversations comme je peux avoir avec un chatbot. Avec moi, c'est plutôt Gemini que j'utilise, par exemple, sur tout un tas de trucs, sur des acteurs dans un film, sur tiens, je me rappelais plus. Alors je vais vous étaler mon inculture parce qu'il y a donc le film de Christopher Nolan qui sort, l'Odyssée. Et je me rappelais plus, dans l'ordre de publication, si l'Iliade c'était venu avant ou après l'Odyssée. J'ai demandé à Siri, qui m'a expliqué que l'Iliade c'était avant l'Odyssée. Bon, c'est ça le truc aussi. Je pense que ça doit faire partie de ce que tu décris, JC, c'est que c'est génial. On a une sorte d'étonnement fantastique, c'est-à-dire qu'on peut véritablement maintenant poser des questions à Siri. On attend ça depuis un temps fou, quoi. Tout à fait. Donc, donc voilà, faut espérer que ça. Tu dis sur ce que tu dis sur le calendrier, moi je l'expérience tous les jours sur la to-do list, sur les rappels. Ouais. Où il y avait une fonction réservée à Siri qu'ils ont enlevée pendant la 26, c'était qu'on pouvait lire un mail dans Mail et dire à Siri rappelle-moi de ça. Il prenait le mail, il le mettait dans rappel. Ça ne marchait plus. L'an dernier, ça marchait tellement pas qu'il disait je vais demander à ChatGPT. Évidemment, ChatGPT n'y pouvait rien, n'y comprenait rien. Et là, ça remarche. Et de fait, tu peux même lui dire ce qui n'était pas le cas avant. Mais là, dans telle to-do list, prévoir un rappel tel jour et ainsi de suite. Donc c'est vrai. On réinvente la roue parce qu'en fait, on passe des minutes à vous dire ça marche comme ça aurait dû. Mais c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on attend que ouais, c'est bien et on va pas bouder notre plaisir. Ouais, après, absolument. Le vrai côté négatif, mais on en parlera peut-être plus tard, c'est ce qui se passe du côté de la Commission européenne, où, si ça se trouve, on s'adresse à 1% de nos fidèles auditeurs spectateurs. Et ça pose quand même un vrai problème. Mais je sais pas si tu veux l'aborder maintenant ou si on fait ça plus tard. Oui, bah vas-y, shoot. Il y a eu beaucoup de discussions, excusez-moi encore, il y a eu beaucoup de discussions cette semaine parce que nous on aime bien Apple, ça nous intéresse, mais personne parlait de Google. Or, comme tu l'as dit, Fabrice, Google a Gemini et a priori les mêmes causes ayant les mêmes effets, on attendait un peu de voir si Google s'en sortait mieux qu'Apple, parce que Google a fait une stratégie radicalement différente. Et ça illustre à mon sens l'arrogance d'Apple, mais de toute façon à la fin le résultat est le même. Apple a dit moi je vais dire à la commission que je veux ça, et puis la commission va trembler et je vais gagner. C'est un peu du Tim Cook. Google a dit moi je préfère m'excuser que demander la permission en bon anglais, et donc ils ont shippé Gemini avec toutes les fonctions AI. Ils ont dit à la commission shipper, tu veux dire livrer. Livré, excuse-moi. Ils ont livré. Shipper, c'est pas la même chose. Exact, pardon. Voilà. Et aujourd'hui en France, tu peux utiliser Gemini AI sur ton Android. Et la commission leur a donné, je crois, un an pour se mettre en conformité. Donc, en début de semaine, la discussion a beaucoup été ah ouais, mais en fait, Google s'est mieux débrouillé. En un sens, c'est vrai, parce que Gemini est présent alors que nous, on n'a pas Siri. Enfin, ce Siri-là. Sauf que, hier, la commission a publié ce qu'il demandait à Google et la mise en conformité. Et ça, c'est incroyable parce qu'en fait, ça passera jamais.
Google demande, je vais la faire très courte, mais les documents, la commission demande, pardon, je vais la faire courte, mais les documents sont accessibles en ligne. Gruber, dont on parlait, a fait un très bon papier là-dessus. La commission, elle considère que, j'en sais rien, pour revenir sur la métaphore des bagnoles, l'AI, c'est un train de pneus, c'est-à-dire que tu peux acheter des Michelin ou tu peux acheter des Firestone. Voilà, mais tu gardes ta voiture. Et donc la commission, elle dit, je prends Gemini AI, je l'enlève et à la place, je mets ChatGPT. Et tout ce que peut faire Gemini AI, c'est-à-dire se lancer en appuyant sur un bouton, avoir accès à toutes les données du téléphone, avoir accès à Plan, à Google Maps, n'importe quelle AI doit avoir ça. Et doit pouvoir tourner en tâche de fond. Donc, évidemment, des problèmes de confidentialité énormes auxquels l'utilisateur de base, peut-être dont l'utilisateur dit de base n'aura pas conscience. Une gestion de la batterie qui, si ça se trouve, va être dégueulasse. Gruber soulève un point amusant auquel j'avais pas pensé. Ça coûte cher les cycles de données en data center. Pourquoi ne pas utiliser les téléphones pour suppléer et pour avoir des cycles de données en moins, et donc vider les téléphones, c'est pas grave. Le cycle aura eu lieu. Voilà. Donc ça pose des problèmes énormes. J'espère que je les explique correctement, sinon reprenez-moi. Et le vrai sujet, c'est que la Commission européenne arrête pas de dire, Breton qui s'est fait lourder et sur les plateaux de télé à peu près tous les 3 jours pour expliquer l'Europe, on est à tel marché qu'ils vont plier. En fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que quand on regarde la part de marché d'Apple en Europe et le nombre d'utilisateurs payants en Europe, et quand on regarde les utilisateurs de Google, c'est pas sûr du tout en fait que ça vaille le coup. Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire valoir le coup si c'est pour être remplacé par ChatGPT le lendemain? Est-ce que Google a vraiment intérêt à s'y mettre? Honnêtement, aujourd'hui, tu me poses la question, je dis je ne crois pas. Et Apple encore moins, parce que comme la fibre, oh attention à vos données, ne prend pas auprès de la Commission européenne, bon, Apple va pas le faire. Et les utilisateurs européens, tout gros marché qu'ils sont, vont se retrouver gros gens comme devant. Voilà. Et ça c'est un vrai problème. Et je vous dirais bien parler à votre député européen, mais dans l'absolu, on touche vraiment les limites, à mon avis, de l'interventionnisme de la Commission. Et donc ça va être intéressant de regarder comment ça se passe dans les années à venir. Voilà, pardon. Non, mais ça nous laisse un peu sans voix, mais parce que, enfin, c'est ultra compliqué. Pour essayer de résumer, ça peut vouloir dire donc effectivement que ces outils-là ne seront pas disponibles pour les utilisateurs européens parce que Apple et Google vont refuser de faire cette ouverture. Il y a des raisons techniques qui s'expliquent, qui peuvent s'admettre. Ça me rappelle, je te donne la parole juste après, François, mais ça me rappelle la guerre des navigateurs Internet il y a 20-25 ans, quand Microsoft a commencé à mettre Internet Explorer dans Windows. On a dit, bah voilà, c'est celui-là, et il a fallu qu'ils ouvrent en disant, c'est pas possible de mettre le navigateur Internet dans le système d'exploitation. Si vous dire à quel point c'est vieux comme affaire. C'était une lutte contre justement le monopole de Microsoft sur les outils informatiques, et ça impliquait le navigateur Internet. Je trouve qu'il y a un parallèle avec ça, et je sais pas si ça se résout de la même manière, mais le parallèle me paraît flagrant. François, tu as un avis sur le sujet? Ouais, c'est marrant parce que quand tu parles d'Internet Explorer, ça me fait repenser à Edge, qui était développé sur Mac. Je sais pas si quelqu'un l'utilise encore aujourd'hui, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas le sujet. Non, plus sérieusement, alors sans faire trop long et puis sans redire ce qui a déjà été dit, moi, mon questionnement, en fait, c'est que l'Union européenne est quand même à l'origine du RGPD, donc la protection des données personnelles, etc., qui quand même, je pense, en partie a un vrai intérêt pour les utilisateurs lambda. Et en fait, j'ai un peu l'impression que là, ce qui est en train de se passer, surtout vu du prisme Apple et sur la privacy, la protection des données, en fait, ça va un peu à l'encontre de ça. C'est-à-dire qu'Apple, en gros, veut que l'indexation veut que les données restent
entre guillemets dans le cocon, dans le sandbox, dans la partie sécurisée, l'enclave sécurisée de l'iPhone. Et l'Union européenne dit bah non, on veut que en gros l'utilisateur puisse installer l'intelligence artificielle qu'il veut et donc du coup ait accès aux données à toutes les données du téléphone quoi. Et en même temps, bah, à côté de ça, on dit, bah non, les données, elles sont personnelles, il faut que vous puissiez avoir un droit de regard dessus. Donc, je trouve qu'il y a vraiment, pour moi, c'est plus là-dessus où il y a une limite, c'est le côté contradictoire. Et puis, malgré tout, le côté aussi, et on en parle beaucoup, et sans être virulent, parce que moi, je considère que la virulence va pas faire avancer les choses. Mais c'est vrai que ça pose pas mal de questions. Je vois beaucoup de commentaires sur les réseaux. Alors, toujours pareil, hein, c'est exacerbé sur les réseaux, en disant que l'Europe va devenir un peu le parent pauvre de la technologie parce que l'Union européenne va bloquer tout ce qui est développement, etc. Je pense que c'est à moitié vrai, mais je pense quand même qu'il y a une partie aussi... tout n'est pas acheté, en fait, quoi. Et je sais pas quelle est la meilleure attitude à adopter pour Google, Apple et autres face à l'Union européenne. Est-ce que la discussion peut permettre de faire avancer les choses? Est-ce que la façon dont Apple a présenté les choses à la keynote, c'est pertinent? Voilà, en fait, pour moi, de mon côté, il y a plus d'interrogations que de réponses, quoi. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et si, du coup, nous, Européens, on va être bloqués, je repense toujours à la fameuse application recopie de l'iPhone, bah, ça fait 2-3 ans qu'on attend et qu'on l'a toujours pas. Alors, elle a un intérêt, somme toute, peut-être limité, mais sur le principe, à chaque fois que je lance ces applications, je fais, ah, recopie de l'iPhone, ah bah oui, c'est vrai, on n'y a pas accès. Donc, je suis voilà, curieux de voir ce que ça va donner dans les années à venir et l'impact que ça va pouvoir avoir au niveau du développement tout bêtement technologique en Europe, quoi. C'est intéressant parce que globalement, pour revenir à l'exemple de Siri AI, on est tous les deux avec JC, on dit c'est quand même formidable parce que justement, on peut lancer une requête et Siri va trouver dans les mails, dans les messages, donc dans nos données personnelles, et on est très content parce que c'est Apple qui fait, et donc en gros, même si éventuellement on peut avoir tort, mais on fait plus confiance à Apple pour gérer nos données personnelles et donc lui donner accès à l'outil développé en interne par Apple. J'ai pas envie, quand je dis que j'utilise Gemini par exemple, j'ai pas donné accès à Gemini à mes données personnelles, autres que celles que je donne quand je fais une requête. Je ne donne pas à ChatGPT, l'application sur mon Mac, l'accès au Finder. J'ai pas envie. Et là encore, peut-être que je me trompe et peut-être que c'est ma piqûre Apple, etc. Mais globalement, par défaut, je fais confiance à Apple et je préfère que ce soit eux qui gèrent, tant qu'à faire, que le reste. Et quand tu es sur un Android, bah tu dis que bah oui, Gemini va le faire. De toute façon, si tu es sur Android, tu as un compte Google, tu utilises éventuellement Google Drive. Donc de toute façon, les données sont déjà chez Google. Autant utiliser l'IA de Google pour le faire. Et c'est là où ça rejoint la réflexion sur le navigateur Internet. C'est qu'à l'époque, je me rappelle, j'avais eu cette discussion avec Yann Garrett, qui était le fondateur et rédacteur en chef de Science et Vie Micro. Là, pareil, c'est à la préhistoire. Mais il m'avait dit une phrase. Je me posais la question, mais alors le navigateur Internet, etc. Mais il m'avait dit, mais enfin, c'est une évidence qu'un navigateur Internet doit faire partie du système. C'est une des fonctions de base maintenant. Il m'a dit ça très vite. Et je pense que l'IA, c'est la même chose. On a longtemps, ça fait 2 ans qu'on dit qu'Apple est en retard sur le sujet, etc. Mais pourquoi finalement on dit ça? C'est aussi parce que on veut que ce soit intégré au système, parce que c'est maintenant, en anglais on dirait table stakes, c'est-à-dire ça doit être une fonction de base. C'est évidemment à intégrer parce qu'on va vouloir faire ça et que même Siri va pas suffisamment loin. Par exemple, une des limitations qu'on voit sur le Mac, c'est que tu peux demander à Siri AI de te proposer des noms de fichiers en fonction du contenu du fichier pour faire un renommage, mais Siri AI n'est toujours pas capable de faire le renommage. Donc Siri va te fournir une liste de noms de fichiers pertinents, mais va pas pouvoir piloter le Finder pour faire le renommage des fichiers. Ce que tu peux faire si tu donnes accès au Finder à ChatGPT. Et il y a un truc qui est bizarre. Je pense que Siri AI sera capable de le faire en anglais, d'accord. Donc mais que ce soit intégré au système, ça paraît tellement évident qu'il faut que ce soit intégré là-dedans. Et résultat, si c'est une fonction de base du système, ouvrir des fonctions profondes du système à un concurrent, c'est vrai que ça paraît un peu surprenant. Problématique. Un point rapide sur le RGPD, François.
le RGPD est extrêmement contraignant, mais ne met pas en danger le business model. C'est-à-dire que même Facebook s'en accommode. Le RGPD t'interdit pas de collecter les données, Oui, il te donne un droit de regard. Tu vois, et ça a longtemps été ma thèse, je le redis ici. Je pense que la commission s'est enivrée de son succès avec le RGPD et qu'elle s'est dit bah on peut tout se permettre. Mmh. Là, ce que tu disais Fabrice, en fait l'IA c'est existentiel pour ces entreprises aujourd'hui. Ouais. On sait pas combien de temps, on sait aussi que l'IA est diversement appréciée par les utilisateurs, mais là maintenant, il faut que l'IA fonctionne et il faut que l'IA fonctionne avec des garde-fous pour ces entreprises. Et comme tu le disais François, c'est assez insoluble, même si voilà, je suis content d'avoir un compte américain. Et par ailleurs, Fabrice, c'est vrai qu'on marche sur la tête. Claude m'a rangé mon bureau avant-hier en 2 minutes. Comme tu dis, je préférais que macOS Siri le fasse directement Bah ouais. et en local puisqu'il en a les capacités. Mmh. Donc c'est cette tension-là qu'Apple va aussi devoir résoudre. Ça fait des années Ouais. qu'on leur dit ouais mais Google c'est mieux, ça va plus loin parce qu'ils vont sur un serveur. À Apple de montrer que leur approche n'est pas moins disante en fait Mmh. à terme. Ouais, affaire à suivre. Alors juste, bon, on va pas avoir le temps de faire de démonstration, mais juste quand même pour ressouligner pardon, le fait que les OS 27, c'est pas uniquement Siri AI. Donc redire qu'il y a des outils dans l'application photo sur l'iPhone, sur le Mac, pour faire du recadrage, pour faire agrandir les images. agrandir les images autour, et ça marche très bien. La fonction gomme magique, dont on s'y est gentiment gossé jusqu'à présent dans l'appli photo, est maintenant très efficace. Elle fonctionne vraiment bien pour enlever des trucs qu'on veut sur une photo. Voilà, il y a vraiment des choses qui sont bien là-dedans. Alors il y a aussi un truc cher à mon cœur, c'est que quand tu installes la version 27 sur ton appareil, une des premières questions qu'il te pose, c'est ah, à quel niveau de transparence vous voulez régler le système. Et donc tu as un petit curseur et tu peux aller tout à droite et ça devient translucide, à peine translucide. Et alors joie bonheur allégresse parce que du coup ça devient enfin lisible quand tu quand tu utilises, c'est quand même formidable. Et puis sur Mac, il y a un truc, c'est que du coup, ça implique le retour des barres d'état et des barres sur le côté qui sont lisibles. C'est pas des trucs qui flottent complètement transparentes. Moi, ça me réjouit. Enfin, quoi. Voilà. Par de défilement. Ouais. Et moi, François. j'admets que j'ai mis le liquid glass complet à gauche juste pour te troller et c'est véridique sur sur tous mes appareils que j'ai passés en 27, j'ai tout mis à gauche juste pour t'embêter. Voilà, c'était mon petit Écoute, je plaisir suis très personnel. content de savoir que tu penses à moi quand tu utilises ton appareil. Ça me fait très plaisir. Et puis peut-être, alors qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui est bien bon, alors juste pour pour rappeler à nos chers auditeurs que nous avons une promesse qui est que nous ne serons jamais exhaustifs, donc on va pas faire la liste de tous les trucs dans les OS 27, mais parmi les choses qu'il y a de mieux quand même que j'ai pour l'instant vu jusqu'à présent, j'ai fait une tentative avec Image Playground, donc l'outil de génération d'images. Et ben effectivement c'est mieux. Mais en gros, bah, on voit que ça utilise, je sais plus si c'est Gemini ou si c'est ChatGPT pour créer les images, mais donc ça fait des images correctes maintenant, donc c'est intéressant à utiliser. Et puis j'ai utilisé un truc dans Safari, il y a une fonction tu peux lui demander à Safari de te prévenir quand une page, le contenu d'une page web a changé, même si t'es pas dessus. Et pour des gens comme nous qui suivons l'actualité d'Apple, par exemple, bah, j'ai mis une alerte comme ça sur les communiqués de presse d'Apple. Et puis il y avait eu un truc. Alors le communiqué de presse m'intéressait pas, ça parlait de sport. Bon, mais c'était un truc sur je sais plus trop quoi de ligue de foot, je crois. Et Safari m'a envoyé une alerte. Tiens, la page a changé. C'est un truc, c'est des petits outils comme ça. Et là encore, tu vois, c'est intégré au système par définition, ou au moins intégré au navigateur maison. Ça me paraît vraiment important. Et alors, un petit truc directement là pour le coup inspiré d'Android, c'est quand tu copies quelque chose sur ton iPhone, tu reviens dans une autre application, et t'as le clavier qui s'ouvre et le premier truc que te propose le clavier juste au-dessus des lettres, c'est de pouvoir coller ce que tu viens de copier ailleurs. Ça, c'est directement inspiré d'Android. Et tant mieux,
vive la copie dans ces cas-là parce que c'est pratique. Donc il était temps que ça vienne aussi. Et ça, c'est pas de l'IA, c'est juste une fonction intégrée aux OS 27 et c'est bienvenu. Juste un truc, j'ai pas essayé donc parce que moi je protège mon Mac, mais je ne crois pas que Siri puisse complètement contrôler Safari aujourd'hui. En revanche, c'est super intéressant. Safari emporte le standard de fait MCP, qui est un truc qui a été créé par Claude pour que les communications, les applications communiquent entre elles. C'est totalement non Apple dans l'esprit. Et donc moi je me félicite que la tech preview de Safari le supporte parce qu'aujourd'hui moi Claude, je vous raconte ma vie, on parlait de nos vacances et de la Normandie avec François. Moi aujourd'hui Claude me trouve un billet de train, me joint le bus que je dois prendre pour arriver chez moi en moins d'une demi-heure, je fais tout seul. Tu vois ton Chrome qui bouge, c'est super Attends, rigolo. c'est le bus en moins d'une demi-heure ou c'est Claude qui fait ça en moins d'une demi-heure? C'est le bus. Claude n'est pas hyper rapide, mais il est efficace. Et comme c'est en tâche de fond, moi, ça m'évite de perdre du temps. Et c'est vraiment sympa. Et là encore, je préférais que ce soit Siri qui le fasse. Bon, c'est l'heure de notre sujet surprise, mais comme JC a pas bien compris ce que ça voulait dire le mot surprise, il nous a dit de quoi il s'agissait en partie. Alors donc, du coup, de quoi vas-tu nous parler? En fait, c'est un peu un signal d'alarme. Je n'ai pas peur des mots. Je vous parle, c'est pour ça que l'image est pas très bonne, je vous parle sur un vieil iMac qui a une dizaine d'années. Et alors que je connais mon mot de passe, puisque je l'utilise depuis longtemps, depuis 10 ans donc, il a refusé mon mot de passe hier, au moment où je préparais mon poste de travail pour le podcast. J'ai essayé plusieurs fois, ça ne marchait pas. Ton mot de passe de session, tu veux dire? Ouais. Mon mot de passe de session. Ouais. J'ai regardé sur la base de connaissances d'Apple, bon, c'est un peu n'importe quoi, enfin je savais qu'il fallait redémarrer en mode récupération, bon, mais il propose plein de trucs, puis j'allais pas au bout, j'arrivais pas à avoir la fonction. J'ai continué à chercher. Quand on est en mode, ils appellent ça le mode recovery, je sais plus comment ça s'appelle en français. On a le terminal, donc on peut lancer le terminal et on tape dans le terminal reset password et il vous lance l'interface graphique pour changer votre mot de passe admin. Ce qui est quand même dingue. Qu'on soit clair, j'ai jamais donné un mot de passe admin. Il a pas Face ID, il a pas Touch ID, il a rien. Je suis un utilisateur qui sait juste qu'il faut faire pomme R et lancer le terminal. C'est même pas sudo. C'est reset password sans aucun droit. Je trouve ça dingue et je le savais pas. C'est un outil formidable pour les administrateurs de machines. Je confirme, il n'y a pas très longtemps, il y a une étudiante qui a eu le même souci que toi, Jean-Christophe, elle tapait son mot de passe et le mot de passe, il a jamais voulu fonctionner, on ne sait pas pourquoi. Et du coup, j'ai fait cette technique-là et ça a marché, quoi. Mais c'est assez aberrant de se dire qu'on peut le faire sans rien, mais en même temps, du coup, l'avantage, c'est qu'on peut le faire sans rien, quoi. C'est ça, mais je crois, corrigez-moi si je me trompe, en tout cas on vérifiera, je crois que maintenant sur les Apple Silicon, c'est plus possible. Si, je l'ai fait aussi. Ouais. Je l'ai fait sur un MacBook Air M1, ouais. Non, ça marche encore. On peut, je crois, désactiver la chose. Mais il faut donc faire attention, éventuellement, effectivement, avoir un compte admin sur la machine ou avoir de l'administration à distance via, je sais plus comment ça s'appelle, Apple Business par exemple, des choses comme ça. Mais c'est encore possible par défaut. Alors, mais en fait, c'est la problématique je cherche un mot, d'équilibre, c'est toujours pareil, entre la sécurité et la gestion des vrais gens. C'est-à-dire que si tu fermes tout et que tu dis tu ne peux pas faire ça, et si tu t'es planté une fois, tu n'as plus accès à rien, c'est très difficile quoi, à gérer, parce que tu peux pas aider les gens dans ces cas-là. Tu as tout à fait raison, et je pense qu'aucun de nous trois, on a des choses à cacher sur ces nombreux Mac, mais je trouve quand même que c'est important, ça c'est ce qu'appellent nos amis américains PSA, Public Safety Announcement. Votre mot de passe ne protège pas votre Mac, point barre. Oui, absolument. Surtout sur un MacBook, quoi. Par exemple, le MacBook au Starbucks, en fait, non, vous n'êtes pas protégé. Oui, mais comme on voit chacun de nous, je pense que vous faites l'expérience, les gens autour de nous sont très très sécurisés, ils font toujours attention. Personne ne laisse son ordinateur portable ouvert sur la tablette du train pendant qu'ils vont aux toilettes, par exemple. Ça n'arrive jamais. On est bien d'accord.
Ouais. Personne. Voilà. Et pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est très ironique. Hein, à chaque fois qu'on fait un voyage, il y en a forcément un ou deux. Je sais pas si j'ai déjà raconté ça ici d'ailleurs, parce que j'étais dans un café il y a quelques semaines. Un type assis à côté de moi, il part, il laisse tout ouvert. C'était un Mac, mais c'était pareil sur un PC. Tout ouvert, il part pendant plusieurs minutes. J'étais juste à côté, hein, je pouvais, je l'ai fait pour le principe. J'ai étendu le bras, j'ai juste touché l'appareil. Quand il est revenu, je lui ai dit, écoutez, j'espère que vous le prendrez bien, mais je suis un peu étonné, je vous trouve très courageux. Il me dit, ah bon, bah parce que vous laissez votre ordi tout ouvert, j'aurais pu tout regarder, quoi. Il me dit, ah bon, et puis il me demande, vous l'avez fait? Je lui dis non. C'est pas le principe. Le problème, c'est que j'aurais pu. Ça vous dérange pas? Oh bah, et en fait, il me dit, j'y ai même pas pensé. Et je trouve ça, ça me rend encore plus dingue que ce que tu viens de décrire. C'est-à-dire que, non, c'est clair. en fait, parce que cette technique-là, elle demande un peu de pratique, et donc tout le monde ne sait pas le faire. Il y en a suffisamment un nombre suffisamment grand de gens qui savent le faire, hein, naturellement, j'y sais. Mais c'est pire encore, le nombre de gens qui laissent leur truc ouvert. À tout va, quoi. Vous savez que j'en suis à me demander si c'est pas exprès que c'est pas dans la base de connaissances Apple, en fait. Non, pas sérieusement. Je l'ai trouvé, moi, sur un site tiers. Apple n'en parle pas. Dans les options pour récupérer son mot de passe, tu n'as pas le mot terminal et tu n'as pas ce qu'il faut taper. Donc peut-être que j'ai tort de le dire ici. Ouais, non, mais parce que ça se trouve facilement, et puis ça fait, c'était la sécurité par l'obscurité, comme on dit. C'était, ça marchait il y a 25 ans, mais maintenant qu'il y a Internet, c'est plus possible, quoi. Si tu veux. Donc c'est pas. Non, c'est vrai. Faut faire attention à ça. Donc t'as raison de le signaler. Merci. Protégez-vous. Exactement. Allez, on termine par donc notre fameuse rubrique que le monde entier nous envie, la rubrique On s'en fout, et ça, c'était directement dirigé sur toi, Jean-Christophe, parce que je suis tombé sur un article de MacG qui nous dit que, attention, c'était un article du 17 juillet, où on enregistre, nous, là, le 22 juillet, l'AirPod Max USB-C s'effondre à 355 €, son prix le plus bas historique. Et alors, on s'en fout, parce que qui achète des AirPods Max? Pas ce modèle-là. Rappelle-nous, JC, que tu avais fait un premier test des AirPods Max et tu avais dit, oh là là, c'est affreux, c'est très lourd, c'est très cher. Et donc là, quand le prix baisse, déjà, je rappelle à tout le monde que le poids du casque lui-même, lui, ne baisse pas. Et que à 350 €, ça reste pour moi encore 3 fois trop cher. Mais bon, j'ai sûrement tort. Alors je reprécise ici que la couleur bleue est plus légère que la couleur blanche. J'avais fait le test c'est avec la réponse que tu m'avais faite. T'es qu'un escroc, et moi, maintenant le monde entier le sait, c'est très bien. je le maintiens. Non, clairement, en fait, ce que j'ai du mal à comprendre, moi, c'est tous les jeunes qu'on voit dans la rue avec des AirPods Max. Alors il y a beaucoup de copies. Ah, alors oui, peut-être. Il y a beaucoup de copies qui sont extérieurement indiscernables. Ça doit être ça. On t'entend pas, François? Non, pardon. Je disais que j'en vois à la salle de sport et je pense que c'est pour se muscler la nuque. J'aurais dû y penser. On va terminer là-dessus. Merci pour cette réflexion sportive. Et donc sur ces mots sportifs, Fenêtre sur Tech épisode 3, c'est fini. Alors je me disais que peut-être qu'on pourrait en profiter sur la fin pour éventuellement dire un truc, presque faire des coups de cœur, si on en avait. Est-ce que vous en avez? C'est l'idée du jour. Et là, il y a un gros blanc parce que j'ai prévenu personne. Moi, le coup de cœur, je l'ai déjà donné. C'est juste histoire de troller jusqu'au bout. C'est la nouvelle Xpeng L03 pour Jean-Christophe. Bon, et un petit mot de conclusion si tu mon coup de cœur, c'est alors non. C'est pas. Tu veux pas donner un mot de conclusion, hein, François? C'est juste pas possible. Ah pardon. Je croyais qu'on devait donner un coup de cœur. Oui, j'ai relancé François sur un mot de conclusion. Vas-y François, pardon. Ouais, pour finir, je vais partir en vacances dans 2 jours et je vais embarquer mon iPad Pro 13 pouces et peut-être que dans 3 semaines, au prochain enregistrement, je vous dirai qu'il m'a servi, sait-on jamais. Ah, on note. Merci François. Vas-y, JC. Moi, je présente d'abord mes excuses à nos auditeurs, spectateurs. J'avais promis d'enregistrer l'émission devant la mer. Il se trouve que vous avez entendu que je suis pas très en forme et qu'il y a un vent à décorner les bœufs, donc les conditions de l'enregistrement ont été trop mauvaises. Mais
une parole est une parole. Voilà. Peut-être la prochaine émission ou celle d'après, on se débrouillera. Je vous montrerai la mer parce qu'elle est belle en Normandie. Voilà. Et mon coup de cœur, c'est Siri AI. C'est pas original, mais je trouve que on l'attend depuis tellement longtemps. Il faut savoir rendre à César. Absolument. Merci JC. Moi, du coup, en coup de cœur, je voulais parler de Star City, qui est la spin-off, comme on dit en bon français, c'est-à-dire la série qui est tirée de l'univers de For All Mankind. Il y a la saison 1 qui est... Oui, marre-toi, François, j'adore. Et c'est le pendant de For All Mankind, ça se passe donc en Union soviétique, c'est en gros pendant la première saison de For All Mankind. Il se passe plein de trucs, la façon de filmer, l'ambiance, elle est formidable. J'ai adoré ça. Je vous conseille, ça s'appelle Star City. Il nous reste à remercier tous nos auditeurs qui sont là à nous écouter. Et merci, on espère que ça vous a plu comme d'habitude, que vous aurez envie de le partager autour de vous, de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Tant qu'à faire, c'est super. Et puis si vous avez quelque chose à nous dire, on a reçu déjà quelques messages, ça nous fait toujours très plaisir. Vous pouvez vous rendre sur fenêtre-sur-tech.fr, notre beau site internet. Salut à toutes et tous, et d'ici la prochaine, on ferme.